Nous devons utiliser des mêmes masques plusieurs fois. Nous, on dépend de la Chine et de l'Inde. Nous devons avoir notre propre production locale. Le mouvement de relocalisation lui-même n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que des firmes vont et reviennent. Produire en Chine, c'est plus cher que de produire en Europe centrale. Le boom du télétravail pourrait provoquer un vaste mouvement de délocalisation des cols blancs. Il y a déjà un nom, les télémigrants. Bonjour à tous, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue dans cette édition 2021 du colloque COFAS Risque Pays, en partenariat avec BFM Business, dans un monde qui est évidemment bien différent de celui qui nous avait vu nous rassembler il y a tout juste un an, en public et au Carrousel du Louvre. Alors ce monde qui a changé, on va en parler en studio cette fois-ci, mais rassurez-vous, avec un certain nombre de fenêtres ouvertes sur le monde, 3 tables rondes qui s'annoncent passionnantes, et puis beaucoup d'expertise aussi autour de moi pour étudier à la fois les différents aspects de cette crise sanitaire et économique, et puis voir évidemment l'impact qu'elle a pu avoir sur la manière dont COFAS a évalué les risques pays pour les derniers mois de l'année 2020, et puis surtout pour cette année 2021, naturellement. Alors c'est une crise planétaire et de mondialisation précisément. Il va être question au cours de cette première table ronde. Nous allons passer 1 heure ensemble pour réfléchir notamment aux circonstances dans lesquelles on a évolué d'une mondialisation des produits vers une mondialisation des services, mais à la lumière bien sûr du choc qu'a subi l'économie mondiale ces derniers mois. Et avec moi pour échanger sur ce thème évidemment très important, Corinne Vadkar, bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Trade Analyst, vous travaillez à la Chambre d'industrie et de commerce d'Île-de-France. Bonjour Bruno Berton. Bonjour. Vous êtes, vous de votre côté, Senior Advisor pour Accenture. Isabelle Méjean, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur à Polytechnique, chercheur au CREST et membre du Conseil d'analyse économique. Et Xavier Durand, vous êtes directeur général de COFAS. Alors, je vous le disais en introduction, on a vu cette économie mondiale sous le choc de cette crise économique et sanitaire depuis tout juste un an maintenant. Et je vous propose de lancer la discussion en demandant à chacun d'entre vous, en commençant avec vous, peut-être Corinne Vadkar, s'il y avait un aspect à retenir de la manière dont cette crise économique et sanitaire a eu un impact sur la mondialisation, lequel choisiriez-vous de mettre en exergue ? Je crois que je retiendrai la manière dont la crise nous a poussé à nous exonérer un peu des contraintes spatiales. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une manière générale et dans l'histoire, la mondialisation, elle a toujours avancé lorsqu'on pouvait s'exonérer des obstacles qui sont liés à la distance géographique. C'est ce qu'un professeur universitaire de Genève, Richard Baldwin, appelle le découplage. Le découplage, c'est la dissociation entre les différentes activités sur la chaîne de valeur. Et ce qu'on en observe aujourd'hui, c'est que finalement, vous pouvez très bien avoir à un endroit précis, disons la France, un travailleur, un employé qui va être présent derrière son bureau ou chez lui et délivrer une prestation de service à un autre bout du monde. Donc c'est ce découplage qui va potentiellement augurer d'une globalisation du travail. On avait déjà observé cette évolution le siècle dernier, lorsque la révolution du conteneur avait permis finalement d'avoir la production à un endroit, la consommation à un autre endroit. Et pour le coup, on pouvait facilement exporter et importer grâce à ces nouvelles facilités. On a eu une globalisation des biens. D'accord. On a eu la même chose à la fin du siècle, dans les années 80, lorsque, grâce aux technologies de l'information et de la communication, il était possible de produire à un endroit, de consommer à un autre et de contrôler la production et les autres segments de la chaîne de valeur également à distance et dans un autre pays encore. D'accord, donc une crise qui nous fait nous affranchir de manière encore plus rapide de la contrainte, de la distance géographique. Et pour autant, si je peux me permettre, il faut quand même qu'il y ait dans tout cela une baisse des coûts. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir une baisse des coûts de mise en relation des personnes. Grâce aux nouvelles technologies de communication en particulier. Bien sûr. Isabelle Méjean ?
Moi, ce qui m'a frappée, je pense, c'est une crise qui a vraiment mis en lumière, à mon avis, quelque chose qui est très inhérent à la mondialisation, c'est-à-dire les interdépendances. Par définition, la mondialisation, c'est une manière pour les pays et les entreprises de se spécialiser, c'est-à-dire de produire plutôt les biens pour lesquels ils ont ce qu'on appelle un avantage comparatif, et puis de se reposer sur le reste du monde pour la production de biens qui sont produits moins chers ailleurs. Et donc ça, ces interdépendances, c'est la source majeure des gains de la mondialisation. Mais c'est quelque chose finalement qui peut-être n'avait pas tellement de résonance ou en tout cas pas de matérialité pour les individus et qui est devenu vraiment très apparent au moment de la crise sanitaire. Évidemment, avec les épisodes du début de la crise financière, les problèmes d'approvisionnement qu'on a pu avoir, notamment en France, en Europe, sur les masques, qui ont mis en avant finalement des formes de fragilité dans un contexte très mondialisé et dans un contexte évidemment très particulier où on a une explosion de la demande sur certains types de produits. On s'est rendu compte finalement de choses qui sont connues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne produit pas de masques en France ni en Europe. On dépend quasi intégralement du reste du monde sur l'approvisionnement de ce type de biens. Et donc, au moment où on a eu besoin d'acheter des masques à l'étranger, on s'est rendu compte des difficultés d'approvisionnement. Et donc, je pense que ça, c'est des débats qui sont vraiment devenus très importants dans les débats publics. Je pense que c'est important de rappeler que ces interdépendances, elles sont réciproques. On dépend de la Chine pour les masques, mais les pays en développement dépendent des pays riches sur tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques. Juste pour donner un exemple concret, puis je m'arrêterai là, l'OMC a identifié 77 produits très particuliers qui sont nécessaires à la gestion de la crise financière. Quand on regarde la structure du commerce international sur ces biens, on voit qu'il y a 44 produits, je crois, pour lesquels le premier exportateur mondial est européen, parce que l'Europe est très spécialisée dans la pharmacie, le matériel médical. Et puis après, il y a des produits pour lesquels on dépend beaucoup du reste du monde, les États-Unis, la Chine, la Malaisie, etc. Donc mais seulement 10 pour la Chine, selon le document que vous m'aviez fait passer, effectivement, voilà, sur les 77, et ce n'est pas forcément l'idée qu'on aurait spontanément, en fait. Non, finalement, c'est très représentatif du commerce international. Dans le commerce international, donc la Chine est le premier exportateur mondial, l'Allemagne est le deuxième exportateur mondial. Donc quand on agrège toute l'Europe a évidemment une place majeure dans le commerce mondial. Après, ici, peut-être c'est un peu plus central, la place de l'Europe est un peu exacerbée parce que les biens qui sont nécessaires à la gestion de la crise, c'est des médicaments, du matériel médical, donc c'est des choses pour lesquelles on a plutôt un avantage comparatif. Mais effectivement, ce que ça montre, c'est qu'il y a des interdépendances qui sont importantes et qui sont plus importantes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. La dernière vague de mondialisation a beaucoup concentré la production à l'échelle internationale. Et parfois, dans des épisodes un peu inhabituels, une crise sanitaire, mais ça peut être aussi un épisode climatique extrême, ces dépendances, elles peuvent se révéler assez coûteuses. Alors cette évolution des chaînes de valeur, on va y revenir, c'est évidemment un point central. Bruno Berton, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, de votre côté, au-delà de ce qui vient d'être dit ? Ce qui m'a marqué, c'est que cette crise a généré une accélération de la digitalisation absolument spectaculaire. Et ça a bien sûr un impact aussi sur la mondialisation, parce que la digitalisation, elle est de fait une ouverture mondiale de manière quasiment automatique. Internet est un réseau mondial. Et on s'est rendu compte, c'est ce qu'on disait à nos clients au début du confinement, que toutes les entreprises auraient souhaité être beaucoup plus digitales le jour où elles ont compris qu'elles étaient confinées. Parce que l'accès à l'information aux personnes dépend énormément de ça, parce que l'accès aux données, on parle beaucoup du cloud aujourd'hui, c'était un mot un peu mystérieux il y a encore un an, mais voilà, si vos données ne sont pas dans le cloud, vous ne pouvez pas y accéder quand vous n'avez pas accès à un serveur physique, et donc ça vous pose tout un tas de problèmes. Tout ce qui est lié à l'e-commerce, qui quelque part est considéré comme une mauvaise chose dans l'environnement français pour les raisons amazoniennes qu'on connaît. Or, l'e-commerce, ce n'est pas juste un problème fiscal, c'est qu'effectivement, l'accès aux produits dans les environnements où on était se fait par l'e-commerce. Et le retard qu'on peut avoir en France, c'est un handicap. Tout ce qui touche bien sûr au télétravail, la télémédecine, etc. Juste pour l'anecdote, mon premier projet de portail d'éducation, je l'avais fait pour Hachette il y a 20 ans. Et quand on voit dans quel état on était au début du confinement sur cette capacité à organiser l'accès justement au savoir. Voilà, donc
L'impact numéro 1, c'est la digitalisation. Qu'est-ce que veut dire pour la mondialisation? Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la digitalisation, elle est mondiale. Les logiciels, les technologies, les accès sont mondiaux. Espérer changer ça, c'est une bataille perdue. Donc il y a véritablement une nécessité d'ouverture, voire d'accélération de l'utilisation des différentes technologies qui permettent de bien fonctionner dans cet environnement-là. Et puis il y a une deuxième question, qui est la question de la souveraineté, qui inquiète beaucoup. On va y revenir parce qu'elle est évidemment... Mais qui n'est pas une question d'ailleurs française, Oui. parce que je pense que la souveraineté, c'est plus une question européenne, c'est une question de bloc. Oui, très importante mais dans la effectivement qu'il ne faut pas mettre trop tôt, parce que si on se met à se préoccuper de la souveraineté trop vite, on ne fait que renforcer le retard qu'on peut avoir. Et donc effectivement, cette question a été mise en avant de manière très brutale par le fait que nos données sont quelque part, sans qu'on sache nécessairement où elles sont, et que l'accès aux données est essentiel dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Alors Xavier Durand, vous avez un poste d'observation très privilégié puisque vous passez votre temps à analyser ces phénomènes. Vous êtes présent dans 70 pays, vous avez des bases de données sur des dizaines de millions d'entreprises. Qu'est-ce que tout ça vous a appris? Écoutez, j'insisterai sur effectivement ce double point de vue. Le point de vue de la gestion des risques. On a aujourd'hui 500 milliards de risques sur 3,5 millions d'entreprises dans 200 pays. Donc effectivement, nous sommes impactés par la crise au sens où elle touche tous les secteurs de l'économie. Et on a vu une baisse des échanges mondiaux l'année dernière de l'ordre de 5%, mais qui est moindre que celle qu'on avait vue d'ailleurs dans la crise de 2007-2008. Moi, je crois que le point de vue qui m'a le plus frappé, c'est celui du chef d'entreprise, d'une entreprise mondialisée déjà, et qui a vu tout à coup la crise nous permettre d'oser utiliser la totalité des moyens qui avaient été développés ces dernières années et que très franchement, on n'utilisait pas à leur plein potentiel. C'est-à-dire par exemple? Je pense à la digitalisation. Donc, on est passé en 24 heures à un mode télétravail mondialement. Et ça s'est très bien passé. On n'a pas perdu le contact avec nos clients. On a continué, voire accéléré notre productivité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'aurait jamais osé, on n'aurait même jamais imaginé de pouvoir le faire. Donc on s'est rendu compte que c'était possible par la nécessité. C'était un formidable accélérateur d'innovation, si vous voulez. Et puis on a arrêté de voyager. Donc dans une entreprise mondialisée comme nous, c'est assez extraordinaire de passer un an sans pouvoir se voir physiquement à travers 170 pays. On a eu ensuite, si vous voulez, des demandes qui ont commencé à nous surprendre. Enfin, des employés qui habitent Paris, mais qui me disent « je voudrais aller habiter en province ». Pourquoi pas, mais d'autres qui me disent j'habite en France et je voudrais aller habiter dans un autre pays. Ce qui commence à poser la question de comment est-ce qu'on traite ces demandes, de qui sont-ils employés, pour qui travaillent-ils, comment est-ce qu'ils contribuent. Et puis on a même été plus loin, c'est-à-dire qu'on est en train de développer un business d'information donc qui développe, qui utilise les données que l'on possède dans l'entreprise pour les mettre à disposition d'une grande variété d'entreprises à travers le monde. Et ce business, aujourd'hui, il y a des centres de data management et d'innovation qui travaillent à Paris, à Vienne, à Tel Aviv. Le patron du business est basé en Espagne et on vient d'embaucher un data scientist à Montevideo en Uruguay. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit, si vous voulez, il y a peut-être 2-3 ans, d'avoir une organisation aussi déportée, aussi décentralisée et de me rendre compte que finalement elle est parfaitement capable de remplir sa mission et même elle apporte des angles nouveaux puisqu'elle puise dans des viviers de savoir, d'expérience qui sont complètement variés et qui étaient jusqu'ici relativement hermétiques les uns aux autres. Donc je crois que c'est cet élément-là qui me frappe et qui fait que finalement la mondialisation des services, à mon avis, sort renforcée, même si la mondialisation des biens, elle baisse un peu, mais on ne peut pas réorienter les chaînes de valeur aussi facilement que ça. On voit bien que les supply chains ne vont pas bouger. Alors justement, c'est beaucoup d'aspects à décortiquer dans ce que vous avez dit les uns et les autres, mais je vous propose qu'on saisisse de ce thème parce qu'il est effectivement très intéressant et avoir votre appréciation de ce mouvement sur les chaînes de valeur, en commençant peut-être par vous, Corinne Wertka. C'est vrai qu'on a beaucoup dit que cette situation de dépendance, vous le disiez, Isabelle Méjean, a été mise en évidence par la crise, quand on s'est retrouvé d'un seul coup sans masque et qu'on a dû attendre ceux qui arrivaient de Chine, quand on s'est retrouvé dépourvu dans la capacité à fabriquer un certain nombre de médicaments, on pense au Doliprane et à sa substance pour laquelle on dépendait de la Chine, et a été portée sur le devant de la scène du débat public la question de la relocalisation et la capacité à acquérir davantage d'autonomie sur un certain nombre de produits.
Alors la question c'est au fond, dans quelle mesure on va être capable ou pas de remettre en cause cette chaîne de valeur et dans quelle mesure elle est figée et au fond on n'a pas intérêt à le faire, quoi. C'est ça le débat. Je crois que les chaînes de valeur mondiales ont déjà commencé à changer, à avoir une autre physionomie. Je me souviens il y a quelques années d'une déclaration de Jeffrey Immelt, qui est un ancien CEO de General Electric, qui disait la mondialisation c'est une affaire de coûts. Et de ce point de vue-là, c'est relativement facile à comprendre. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est une affaire de rapprochement avec le client. Et c'est déjà plus compliqué à expliquer. Quand on a dit ça, donc on pense automatiquement à relocalisation, effectivement. Sauf que relocaliser, on pense à proximité géographique, et il y a différentes façons d'être proche. Par ailleurs, les entreprises, elles ont pris la mesure de tout cela. Elles ont compris qu'elles avaient déjà exploré un petit peu tous les bénéfices de chaînes de valeur lointaines et elles se sont rapprochées des marchés. Donc depuis une bonne dizaine d'années, elles se sont localisées en Europe centrale orientale, elles se sont localisées en Afrique du Nord, en Turquie, au Mexique. Bref, elles se sont rapprochées dans des pays qui restent toujours low cost, ou en tout cas, elles peuvent avoir à la fois le bénéfice de coûts de production assez intéressants, d'un écosystème de fournisseurs, et puis cette proximité avec les marchés de consommation. Alors pardon, je vous demande un point d'éclaircissement quand même, parce que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans vos arguments, si j'ose dire? Tout à l'heure, vous nous disiez, pour lancer la discussion, on s'affranchit de plus en plus de la distance géographique. Et là, vous nous dites, en réalité, il faut que le fournisseur se rapproche du client. Oui, parce qu'il y a ces évolutions un peu sociétales, et j'allais y venir. Aujourd'hui, on peut effectivement dépasser cette frontière, cette distance géographique, mais en même temps, vous avez des attentes de la part des clients qui veulent de la proximité, dans tous les sens du terme. Ils veulent beaucoup de local, dans l'agroalimentaire. Donc c'est possible, mais pas toujours souhaitable, si je résume. C'est pas antinomique. Et être proche du client, je le disais, il y a plusieurs manières de le faire. Et surtout, ce n'est pas parce que vous vous rapprochez d'un marché que vous vous rapprochez du client. En étant finalement au Maroc, vous pouvez très bien ne pas forcément prendre en compte ces véritables attentes. Du coup, on voit que les chaînes de valeur se sont réorganisées différemment. On a beaucoup parlé pendant la crise de chaînes de valeur continentales ou régionales. Effectivement, il y a des groupes qui se sont déjà réorganisés de cette manière. Et du coup, sur une région, sur un continent, elles réorganisent des flux d'approvisionnement, de production et de livraison. Ces chaînes sont indépendantes d'un continent à l'autre. Et puis, vous avez un autre schéma, peut-être encore plus ancien, qu'on appelle, alors on parle de glocalisation pour dire ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, il est important d'être... Mélange de globalisation et localisation. Il est important d'être local en tant qu'entreprise étrangère dans un pays donné. Il faut être français en France, mais il faut être chinois en Chine, etc., américain aux États-Unis. Et pour le coup, eh bien, les entreprises, elles ont développé des chaînes qui sont ancrées un peu nationalement. Elles sollicitent des réseaux de fournisseurs locaux, elles distribuent dans le pays donné. Et je pense qu'en fait, tout ça montre qu'au-delà de la relocalisation, il y a d'autres voies. Et ça concerne même d'ailleurs l'activité des services. Je me souviens quand on échangeait, Bruno Berton, pour préparer cette discussion, vous me disiez qu'un des changements que vous aviez opérés chez Accenture, c'est précisément d'être moins global mais plus local, d'avoir effectivement cette relocalisation de vos implantations et de votre approche dans la manière dont vous précisément vous approchez cette activité de consultant. Oui, c'est ce que les consultants appellent le modèle opératoire des entreprises, l'operating model des entreprises. Et donc effectivement, Accenture, avec son changement de management, de CEO, etc., a basculé vers un nouveau modèle opératoire qui est très market-centric, donc dans une logique de glocalisation, avec plusieurs éléments qui l'expliquent. Le premier, c'est la complexité d'un modèle 100% global, puisque vous citiez GE, c'est une entreprise qui a eu du mal à survivre à la complexité d'un modèle 100% global. Et en particulier dans les services, il y a un besoin d'interaction très locale avec les clients
pour une entreprise française, le fait d'avoir un interlocuteur qui s'appelle Accenture, Capgemini, McKinsey, etc., c'est moins important que d'avoir un interlocuteur qui est considéré comme un alter ego, qui comprend l'environnement et qui est local. Et le confinement, enfin toute la pandémie, ce qu'elle a montré, c'est qu'il y a tellement de décisions qui doivent être prises localement dans un environnement de crise que même les entreprises qui n'avaient pas anticipé ça se sont mises à le faire. Parce que essayer de dicter de Moscou, de Pékin ou de Washington à un patron en France ce qu'il doit faire par rapport à la filiale ou l'activité locale, ça devient quasiment impossible puisqu'il y a une nécessité d'adaptation, y compris même à l'intérieur de l'Europe. Donc ça, c'est effectivement une évolution. Pour rebondir sur ce que disait Corinne, dans tout ce qui est services numériques, on parle de offshore, nearshore. Et l'offshore, c'était la tendance justement des global chain, des global value chain, avec justement l'externalisation en Inde en particulier d'un certain nombre de services informatiques. Ce qu'a révélé la crise, c'est que la limite du modèle, c'est lorsque vous faites du home office en Inde, c'est un petit peu plus compliqué que de faire du home office à Paris. Et tous les ingénieurs qui sont à Bangalore, les conditions dans lesquelles ils travaillent en home office sont plus proches des conditions moyennes en Inde que des conditions moyennes en France. Donc vous avez toute une problématique un peu particulière. Mais cela dit, toutes les entreprises ont réussi à gérer ça. Mais on était déjà passé sur des modèles nearshore qui sont a priori au coût unitaire un peu plus chers, mais qui ont l'avantage d'une meilleure proximité, d'une communauté linguistique, d'une meilleure activité. Donc ça, c'est effectivement une première tendance. Il y a un deuxième aspect qui était implicite dans ce que disait Corinne sur les chaînes de valeur, c'est la réactivité. C'est-à-dire que par moment, le sujet du coût est à contrebalancer avec un sujet de gestion des stocks et de réactivité. C'est tout le problème du textile. Et je pense qu'Isabelle va revenir là-dessus parce qu'elle a donné de très bons exemples justement sur ces problématiques de risque d'offres et de concurrence plutôt, ou de mise en concurrence, plutôt que de sujets véritablement de globalisation. Mais donc vous avez une capacité de réactivité qui est plus importante en nearshore, et donc c'est pour ça que le Sentier vit toujours. Et il a fait tout un tas de modèles d'évolution, mais il a continué à fonctionner en trouvant des modèles un peu nearshore. Alors justement, Isabelle, quel est le niveau pertinent de cette discussion sur la relocalisation ? Est-ce que ça a un sens de se dire qu'il faut absolument qu'on sache produire des masques, par exemple, parce qu'on ne peut pas se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de la Chine quand on est confronté à une crise sanitaire ? Ou est-ce que c'est absurde et il faut simplement s'organiser autrement ? Je pense que sur les questions de relocalisation, il y a beaucoup d'arguments et beaucoup de choses qui, finalement, c'est un peu présenté comme une solution miracle. Donc, c'est important de bien distinguer quel type de relocalisation. Donc, la première erreur, c'est de généraliser, au fond. Oui, parce qu'il y a plein de manières de faire de la relocalisation. Il y a plein de manières de faire de la politique industrielle ciblée. Mais quand on dépense de l'argent public, on cible et il faut décider vers quoi. Donc, un des sujets qu'on a beaucoup abordé, c'est cette question, disons, des vulnérabilités dans des secteurs stratégiques. Donc, ici, on parle évidemment de secteurs très particuliers, de relocaliser sur des secteurs qui sont aujourd'hui jugés stratégiques. Et je pense qu'une bonne manière de réfléchir à ça, c'est vraiment de réfléchir en termes d'arbitrage, efficacité, vulnérabilité. En gros, produire dans des chaînes de valeur globalisées, dans des endroits avec une production très concentrée à l'échelle internationale, c'est une source d'efficacité. C'est ce qui fait qu'on paye peu cher un certain nombre de produits. On l'a vu, parfois, c'est une source de vulnérabilité. Quand 90% de la production mondiale de gants chirurgicaux se fait en Malaisie, on est exposé de fait sur un risque lié à la Malaisie. Et donc, le jour où il y a un problème, ne serait-ce que climatique en Malaisie, il y a une possibilité de rupture d'approvisionnement sur des biens de ce type-là. Et donc, quand on juge à un moment donné que ces vulnérabilités sont trop importantes, finalement, on renonce à des gains d'efficacité pour avoir des modes de production qui sont moins efficaces, mais plus résilients au choc. Donc, c'est vraiment l'arbitrage dont on discute. Et donc, sur cet arbitrage-là, le point, je pense évidemment, c'est d'abord de définir ce sur quoi on veut être souverain, quels sont les risques qu'on considère. Est-ce que c'est plus grave de quels sont les domaines où il n'est plus acceptable d'être vulnérable, au fond. Sur quel domaine est-ce qu'on ne veut plus être
le Vulnérable, risque n'est pas acceptable. Et donc ça, c'est une question qui ne dépend pas tellement des économistes, mais qui est une question typiquement politique et même sociétale. Et je pense qu'aujourd'hui, on revisite un petit peu ces questions-là à l'aune de la crise sanitaire. Et puis, une fois qu'on a réfléchi ou défini quels sont les secteurs où on veut se couvrir mieux sur le risque, la question, c'est quelle est la bonne manière de se couvrir. Et donc là, il y a plein de choses différentes, il y a plein d'instruments possibles de couverture des risques. Je pense que je ne vais peut-être pas aller trop dans ces domaines-là, parce que je risque de dire des bêtises, mais on peut évidemment faire différentes choses. On peut constituer des stocks stratégiques, on peut mettre en place des alliances sur les approvisionnements, on peut relocaliser, subventionner de la production locale. Donc il y a toute une batterie de choses, mais je pense que d'abord, il faut définir quels sont les risques qui ne sont pas acceptables. Et deuxièmement, une fois qu'on a fait ça, il faut d'abord faire avant de définir quels risques ne sont pas acceptables, il faut aussi quand même pouvoir cartographier les risques, parce que très souvent, on ne les connaît pas. Les structures de production sont telles que c'est extrêmement difficile de savoir finalement quelles sont les zones de fragilité dans nos modes d'approvisionnement. Et puis une fois qu'on a identifié les risques et défini quels sont les risques qui ne sont pas acceptables, définir des stratégies de couverture qui, encore une fois, peuvent impliquer différents instruments, dont éventuellement la subvention à la relocalisation. Wake up, it's coming for you and you're not ready for it. Alors on voit que ce mouvement de relocalisation, Xavier Durand, c'est déjà une volonté politique affichée, mais lorsque vous regardez ce qui vous remonte des entreprises, de vos clients, est-ce que c'est déjà une préoccupation? Est-ce que c'est déjà un mouvement que vous voyez s'amorcer ou pas? Ce sont des mouvements qui sont lents, je pense. On peut décider, comme le disait Isabelle, d'engager une politique de relocalisation de certains secteurs stratégiques, mais ça sera toujours choisi, ça sera toujours limité dans la quantité. Les chaînes de valeur mondialisées aujourd'hui, elles sont énormes. Les investissements qui ont été faits dans chaque pays sont gigantesques. La disponibilité de main-d'œuvre qualifiée n'est pas infinie, donc on ne peut pas relocaliser très facilement des industries qui sont fortes en main-d'œuvre, en investissement en capital. On ne peut pas le faire comme ça. Donc il y a forcément des choix ciblés qui doivent être faits. Donc on voit, nous, effectivement, on a vu au moment où le virus est arrivé, des commencements de relocalisation, par exemple vers la Chine, vers les marchés émergents asiatiques, mais avec une capacité de mouvement et d'absorption qui est limitée. Je voudrais juste faire un écho peut-être à ce qui a été dit précédemment. Si vous prenez Coface, c'est une entreprise qui est au cœur du paradoxe qu'on vient d'évoquer de localisation versus globalisation. Pourquoi est-ce qu'on est dans 70 pays? Parce que si vous voulez appréhender le risque du Brésil, il faut parler le portugais, il faut lire les journaux locaux, il faut comprendre le contexte économique et politique local, et il faut être au contact des entreprises pour se sentir, entre guillemets, et s'informer. Même chose dans tous les autres pays du monde. Et en même temps, nous sommes une entreprise mondiale en ce sens que toutes nos équipes dans le monde entier travaillent sur une même base de données, selon un même process, et sont capables d'échanger en permanence. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Si une entreprise, n'importe où dans le monde, nous demande le score ou le rating d'une entreprise quelque part ailleurs dans le monde, il nous faut moins d'une journée sur n'importe quelle entreprise pour vous donner une réponse. C'est quand même assez extraordinaire. Donc on est dans ce paradoxe complet qui est qu'à la fois on est très locaux et qu'on est très globaux. Et je crois que ce que cette crise, moi, ce qu'elle m'apporte, c'est l'importance, ou elle renforce ma conviction que l'agilité est essentielle. Lorsque nos activités en Chine, au début de la crise, étaient bloquées, on a dû déporter une partie de l'activité sur Hong Kong. Très vite, le virus est arrivé à Hong Kong, on a renvoyé tout le monde en Chine. Très vite, on a dû faire des backups d'un centre vers l'autre. Donc ce n'est pas seulement la question de la vulnérabilité, c'est aussi la question de la résilience de l'ensemble et quelles sont les souplesses que l'on a et comment est-ce qu'on peut finalement faire face à des phénomènes parfaitement imprévisibles. Je crois que cette crise du Covid, elle était difficilement prévisible dans le détail. On pouvait imaginer qu'il y a un virus qui arrive, on l'avait prédit, mais on ne savait pas quand, on ne savait pas où, on ne savait pas comment ça allait impacter.
Et je crois que dans le détail, on ne sait d'ailleurs pas comment ça va se passer dans les 12 mois qui viennent. Donc cette notion de résilience, je crois qu'il faut voir les supply chains non pas seulement en vulnérabilité absolue, mais en vulnérabilité systémique. OK. Capacité d'adaptation. Oui, je voulais juste rebondir sur le terme relocalisé, parce pour moi, c'est un terme qu'il faut essayer de bannir, dans la mesure où il a une connotation hyper politique. Relocaliser, c'est dans le langage courant. Oui, certains politiques vous diraient qu'il a une connotation positive de leur point de vue. Mais... Oui, mais politique au sens où ça veut dire produire français. Oui. Et comme le disait Isabelle, c'est pas ça la question. Il y a quelques produits, il y a quelques chaînes de valeur sur lesquelles on veut retrouver une capacité de contrôle. D'accord ? Ce qui ne veut pas nécessairement dire d'ailleurs produire localement, ce qui veut dire être capable très vite de sécuriser des approvisionnements. Ou avoir un stock, ou avoir des partenariats. Dans son article, elle parlait aussi justement de ce sujet de diversification des sources. Parce qu'on a déjà vu dans l'automobile des crises comme celle de Fukushima, où tout d'un coup, il y a une pièce qui manque sur une chaîne de valeur automobile complète, le monde entier arrête de produire des bagnoles. Donc ce n'est pas uniquement lié à la pandémie, il y a effectivement toute une réflexion là-dessus. Donc la question, c'est en informatique, on parle de ride shoring. Il faut être en mesure de déterminer pour quel type de produit ou quelle chaîne de valeur on peut être complètement globalisé ou pas. Et c'est effectivement avoir l'agilité qui permet de changer de modèle en fonction de circonstances qui sont un peu imprévisibles. Je rappelle le mot du maire de New York à l'époque de 9/11, parce que ça s'applique à des crises de ce type-là. Comment se prépare-t-on pour 9/11 ? Personne n'est en mesure de vous proposer un programme qui vous permet de vous préparer sur ce type d'événement. C'est la même chose sur la pandémie. Donc la préparation, c'est justement une multiplicité de mouvements qui vont faire que vous êtes plus agile, que vous avez effectivement les capacités digitales qui vont bien, que vous avez une certaine diversité d'approvisionnement qui est déjà organisée, etc. Alors ce débat sur les relocalisations, vous êtes d'accord tous pour dire qu'il appelle des réponses à la fois complexes, multiples et pas simplement consistant à dire j'ai une usine en Chine et je vais la transférer quelque part sur le territoire français. Il vient se greffer à un mouvement de fond qui était l'idée originelle qu'on avait pour cette table ronde, qui est le passage d'une mondialisation industrielle de plus en plus vers une mondialisation des services. Qu'est-ce que ça veut dire une mondialisation des services concrètement, Corinne Vadkar ? Alors, je parlerai même de mondialisation servicielle et je vais m'en expliquer. D'abord, les transitions, là aussi, c'est des choses qui se font sur le temps long. La mondialisation des services, au sens classique du terme, elle n'est pas nouvelle. En 1994, lorsqu'on a signé la naissance de l'OMC et les accords du GATT, on a défini 4 modes de prestation de services à travers le monde. Il y a un premier mode qui est le fait de consommer à l'étranger, si vous achetez une prestation hôtelière. Il y a le fait d'envoyer des personnels à l'étranger pour opérer une prestation d'assistance technique, par exemple. Bref, il y avait 4 modes et la révolution numérique a complètement changé les choses. Oui, mais ce qu'on voit surtout, c'est ça qui rend le débat, j'allais dire, plus actuel peut-être que l'origine, c'est que la frontière entre l'industrie et les services, elle est de plus en plus, j'allais dire, floue et elle penche de plus en plus vers les services. Et là encore, lorsqu'on échangeait ensemble pour préparer cette émission, vous soulignez à très juste titre que un fabricant de téléphones mobiles ou d'ordinateurs, ou voilà, Apple pour ne pas le nommer, ils vendent de plus en plus de services qui vendent de téléphones ou de tablettes. Un constructeur automobile, il vend de plus en plus d'électronique et de software. Et là, on voit se multiplier d'ailleurs depuis quelques jours des accords entre les GAFAM et Intel avec Google, Intel avec Apple, avec les constructeurs automobiles. Donc c'est ce mouvement-là qui est en train de s'accélérer, cette frontière-là qui est en train d'évoluer. Exactement, oui. C'est ce qu'on appelle... alors, c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, on échange des biens comme des services. Et c'est ça le changement de paradigme. C'est complètement révolutionnaire. Alors, il y a cette révolution dans les entreprises industrielles depuis 30 ans. On parle d'ailleurs de servicification, c'est assez complexe comme mot, pour expliquer que finalement, elles font la valeur sur les services et non plus sur les produits en tant que tels. C'est en fait, ça consiste à commercialiser un usage, voire une performance d'usage. Alors, on a bien connu ça avec les logiciels, software as a service. Ça s'est complètement démultiplié. Les avionneurs, enfin les constructeurs aéronautiques, on en parlait, escomptaient faire la plupart de leur chiffre d'affaires d'ici peut-être 20 ans dans les services. Donc il y a un vrai renversement.
Aujourd'hui, avec la crise, on a vu que toutes les solutions, je crois qu'on a fait tous un peu un usage abusif des streaming, donc c'est la vidéo à la demande. Vous n'achetez plus un film sous forme d'un DVD, vous achetez une solution de service par un abonnement. Même chose également avec l'alimentation, la restauration, à cause des contraintes, mais finalement, on achète la nourriture comme un service grâce aux solutions de livraison, ce qu'on appelle food as a service. Et pendant 30 ans, c'est vrai que l'industrie, elle a été pionnière dans cette transformation. Les services étaient un peu en retard, et avec la crise, les choses se sont accélérées. Je trouve ça extrêmement puissant. Il y a des conséquences à la fois positives et négatives. Ou en tout cas, ça implique des vrais changements au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est plus tout à fait le même métier. Ça veut dire que vous changez de modèle de revenus. Si entre vendre et proposer un abonnement, ce n'est pas la même chose. Vous devez pricer les choses différemment parce que pricer un prix et pricer un service, ce n'est pas la même chose. Et éventuellement, vous devez changer de modèle économique. Mais là où je vois des opportunités considérables, c'est qu'en fait, en étant dans ces modèles-là, on a appelé à la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France l'économie servicielle, c'est le fait que vous devez apporter une réponse à des problèmes dans le monde entier. Donc vous partez des usages, vous devez connaître les clients, vous devez être effectivement multilocal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que si vous ne comprenez pas, vous ne récupérez pas les données de la part de ces clients, vous allez rater votre réponse et vous ne pourrez pas apporter le service approprié. L'intérêt de ça, c'est que tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne connaît pas ses clients, et si vous apportez une réponse vraiment très adaptée à votre client, vous êtes différenciant par rapport à la concurrence. Je trouve ça extrêmement puissant, en fait. Et c'est peut-être là que vient finalement cette vraie poussée des services. Isabelle Méjean, vous le voyez aussi, vous, ce changement de paradigme, et comment vous l'analysez ? Je pense, ces tendances-là sont effectivement assez longues. On le voit depuis un moment. Il y a une augmentation très importante en termes de répartition de la valeur ajoutée. Si vous regardez la structure de la valeur ajoutée française, la valeur ajoutée du secteur manufacturier décline depuis le milieu des années 90 au moins. Et parallèlement, on a une explosion des services, et en particulier les services aux entreprises sont un secteur qui s'est beaucoup développé. Donc en partie parce qu'il y a des activités qui avant se faisaient au sein de l'entreprise manufacturière qui aujourd'hui sont externalisées. Donc il y a des interactions très importantes entre l'industrie et les services. Et puis aussi parce que les industriels se tournent vers des activités à fort contenu en valeur ajoutée. Et les services sont des activités à fort contenu en valeur ajoutée. C'est des activités qui sont très différenciées, c'est-à-dire qu'on adapte le service à son client et donc on ne charge pas le même prix à tous les clients et donc il y a des possibilités plus importantes de dégager du bénéfice. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'activités de services qui se sont développées dans les pays riches parce que c'est des activités à fort contenu en valeur ajoutée, c'est des activités à fort contenu en travail qualifié, donc c'est des choses qu'on sait assez bien faire dans les pays riches, sur lesquels on est moins concurrencé par les pays en développement. Et puis il y a aussi une évolution de la structure de la demande, la consommation bouge aussi au cours du temps. Aujourd'hui, notamment parce que les prix relatifs ont beaucoup diminué dans les secteurs de la consommation des biens, on a une augmentation très importante de la part des revenus qui va être utilisée pour des services. Donc voilà, il y a l'interaction, c'est à la fois l'offre, les dépenses la partie et les marges de l'offre sont ailleurs, et la partie demande qui bouge. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui concerne avant tout les pays riches qui ont eu tendance dans la mondialisation à se spécialiser plutôt sur les activités de services qui se développaient beaucoup et qui sont des activités à fort potentiel de valeur ajoutée et aussi des activités à fort potentiel de croissance internationale. Le commerce des biens est globalement assez saturé. Tous les pays du monde mettent en place des tarifs très très faibles. Dans les services, on a encore des barrières non tarifaires très importantes. Donc la croissance potentielle du commerce international, aujourd'hui, elle se fait très clairement dans les secteurs de services. Alors, il y a un mouvement qu'on voit parallèle à celui de relocalisation, et ce n'est pas exactement le même, parce que la relocalisation, on l'a bien vu, elle correspond à des impératifs, j'allais dire qu'il a en l'occurrence été à la fois immédiat et sanitaire, mais on a
beaucoup vu monter également ces derniers mois et ces dernières années un débat sur la souveraineté au sens plus large du terme. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la mondialisation au sens strict du terme est un mouvement qui est sinon menacé, en tout cas remise en cause, parce qu'on voit émerger autour de la Chine, par exemple, un environnement économique et géopolitique de plus en plus autonome, une volonté véritablement de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident dans tous les domaines. On voit des responsables politiques qui, de plus en plus ouvertement, défendent des thèses protectionnistes, la fermeture des frontières, etc. Donc, ce n'est pas seulement la relocalisation, hein, ça va plus loin que ça. Est-ce que, au-delà des discours politiques, vous voyez émerger un mouvement qui nous fait passer d'années où véritablement il y a eu des avancées de la mondialisation vers la constitution d'un monde où, autour de plusieurs pôles, éventuellement, il y aurait des frontières, y compris en termes d'échange de produits et de services, plus importantes? Alors, moi, je vous dirais que il y avait déjà beaucoup de barrières. Et on a eu l'illusion pendant les 20 dernières années ou l'impression, ou c'était la réalité, que les barrières tombaient. Petit à petit, le monde devenait plus plat et qu'il était plus facile d'opérer à travers les frontières, les barrières douanières, les barrières réglementaires. Vous parliez de la Chine. Ça a toujours été un pays difficile d'accès pour les entreprises internationales. Et la question, c'était de savoir est-ce que le pays allait s'ouvrir et donc permettre une mise à égalité ou des échanges à égalité entre l'Occident et la Chine, ou est-ce qu'au contraire, ce qu'on est en train de voir, on est en train de créer deux mondes, comme vous le disiez, qui s'ignorent et qui ont leur propre écosystème et qui ont leur propre contrôle, j'allais dire, des technologies essentielles. Parce que derrière tout ça, il y a des questions de souveraineté, il y a des questions de pouvoir, il y a des questions d'influence. Donc je crois qu'on a eu une phase effectivement d'ouverture, et puis que les crises, bien sûr, avivent les tensions. Elles amènent, je dirais, des questions auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi ou pas eu besoin d'apporter de réponse. Et je crois qu'aujourd'hui, on est devant ces questions qui deviennent beaucoup plus présentes. Hein, donc on a vu une tentative d'isolation des États-Unis, j'allais dire un peu, dans un sens, un repli sur soi. On a un Brexit qui est quand même un repli sur soi de l'Angleterre par rapport aux Européens. Je crois qu'on a beaucoup d'enjeux de ce type-là qui sont en train de se jouer à l'aune de cette crise que l'on vit. Bruno Bertrand, il y a quand même un sujet crucial dont on voit bien qui revient dans les échanges, qui est celui de la maîtrise des données. La maîtrise des clouds. Et là, il y a quand même un vrai débat de fond à avoir sur où est le bon niveau de souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où un ensemble de pays ne peut pas dépendre d'un autre, et on voit bien toutes les difficultés qu'il y a à avoir ces géants américains qui maîtrisent en gros les données du monde entier, le retour de bâton qu'il y a eu quand un opérateur chinois a voulu installer des antennes partout parce qu'on s'est dit il va se servir de ces antennes pour recueillir les données et nous espionner et en faire des usages qu'on ne saura pas forcément maîtriser. Donc ça, c'est vraiment un sujet fondamental. Comment est-ce qu'on répond à ça et quel est le bon niveau pour s'assurer qu'on continue à avoir une économie mondiale fluide, mais qu'en même temps, on maîtrise ces aspects fondamentaux et qui est notamment la maîtrise des données. Je crois qu'effectivement, la question, c'est sur le comment, parce que pour l'instant, personne n'a de réponse. Pas plus les Américains qui voient leurs élections dévoyées par des intrusions russes, très probablement. Pas plus les Chinois qui se sont complètement fermés, puisqu'ils ont recréé finalement leur propre réseau pour éviter un risque de contamination qu'ils n'auraient pas pu maîtriser. Donc ils ont préféré effectivement Alibaba aux équivalents américains. Et aujourd'hui, les Européens qui s'inquiètent effectivement que finalement les données dans le cloud sont majoritairement hors d'Europe, avec les risques que ça peut représenter. Donc je pense que la question est d'importance et la réponse est très compliquée. Et probablement pas, en tout cas, à travers un modèle protectionniste traditionnel qui serait trop facile à contourner. Il me semble qu'il y a un premier élément de réponse
Xavier a mentionné, c'est celui des blocs. C'est-à-dire qu'on est en train de voir se reconstituer de fait un bloc européen, un bloc américain et un bloc chinois. Je ne sais pas trop où le Japon va se situer par rapport à ça, parce que je ne les vois pas nécessairement dans le bloc chinois. L'Amérique latine, probablement, aurait moins de problèmes à être proche des Amériques, et l'Afrique pourrait être proche de l'Europe. Avec effectivement une volonté d'essayer de maîtriser le sourcing et le flux de données sur ces environnements-là. Mais même ça, c'est finalement assez complexe, parce que justement, si on prend tous les modèles de plateforme, vous avez nécessairement une interaction entre un modèle de données global et un modèle local. Si vous êtes Amazon et que vous livrez en Chine, ou inversement, si vous êtes une plateforme chinoise, qui sont très présentes sur toute l'Asie du Sud-Est, toute l'Afrique, etc. En tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience à travers ce qui s'est passé, qu'il faut réfléchir à cette question de souveraineté numérique. C'est probablement le terme qu'il ne fallait pas utiliser, mais comme c'est celui qui est dans le public, je l'utilise quand même. Et de comprendre effectivement, je pense que les termes d'Isabelle sont les bons, c'est une question de où sont nos vulnérabilités, et comment on développe un modèle résilient en ayant suffisamment de compréhension et de maîtrise de certaines sources de données. Parce que je crois qu'il faut éviter la peur apocalyptique en disant je ne donne pas mes données parce que ma mère ne veut pas donner ses données parce qu'elle a peur que quelqu'un puisse savoir ce qu'elle fait. Je pense qu'effectivement le monde entier s'en fout. Mais à l'inverse, il y a effectivement certains types de données qui peuvent devenir extrêmement comment dirais-je, sensibles. Et les Américains sont les mieux placés pour en prendre conscience, parce que ça leur est arrivé par devers eux. Ils n'imaginaient quand même pas que c'était Facebook qui allait avoir ce type d'impact sur la démocratie américaine. Ils sont au cœur de ça. Donc je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'effectivement c'est un débat essentiel. C'est un sujet sur lequel vous êtes penché, Xavier Durand, le lien entre comment est-ce qu'on appréhende le risque sur la maîtrise des données et cette, à défaut d'une meilleure expression, souveraineté numérique. Vous savez, pour nous, l'enjeu, c'est d'avoir évidemment le plus de données possible, la plus fraîche possible et la plus locale possible. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, vous ne pouvez sourcer ces données qu'à l'échelle extrêmement locale. Il y a une infinité de variations par pays. Il n'y a pas deux pays qui se ressemblent en termes de données d'entreprise. Certaines sont disponibles à tous gratuitement, d'autres sont très difficiles à trouver. Mais dans chaque pays, il faut une recette particulière pour trouver ces données. Je me rends compte aujourd'hui que l'accumulation de ces données dans le temps et leur quantité et leur précision a une valeur incroyable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs je dirais l'expertise de COFAS, c'est d'avoir pu pendant un siècle traverser toutes les grandes crises qu'on a vécues et survivre malgré les chocs économiques, militaires, sanitaires, enfin tout ce que vous voulez, politiques qu'on a pu et donc c'est historique de données, mais je crois que c'est pas vrai seulement dans notre métier. Je pense que on pourrait généraliser ça à beaucoup d'autres endroits. Si vous prenez la médecine par exemple, si vous avez entre les mains un historique du cancer sur une très large population, vous avez un avantage extraordinaire en matière de thérapeutique et d'invention de thérapeutique. Donc je crois que la donnée à l'échelle individuelle, elle n'est peut-être pas fascinante, mais quand elle est agrégée dans le temps et dans l'espace, elle devient absolument stratégique. Et pour nous, c'est stratégique. Les outils qu'on utilise pour manipuler ces données se sophistiquent de façon incroyable. Mais ça, je dirais, c'est la puissance des ordinateurs. C'est assez facile à faire, entre guillemets, une fois que vous avez les données. Ce qui est difficile, c'est de contrôler les données. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus effectivement, de réalisation de la valeur de ces données et de réflexion sur qu'est-ce qui peut être partagé et qu'est-ce qui doit être maîtrisé. Et je crois qu'on n'est pas au bout de ce débat-là. Alors, on arrive au terme de cette première table ronde du colloque COFAS 2021. Je vous laisse du coup le mot de la fin. Xavier Durand. On a deux tables rondes passionnantes qui nous attendent, mais si vous deviez peut-être nous faire un peu de teasing pour la suite, nous dire peut-être en deux mots ce qui, lorsque vous êtes parvenu au terme de cette analyse pour préparer ce colloque COFAS 2021, ce qui vous a le plus marqué sur les perspectives des prochains mois, en une ou deux phrases, vous diriez quoi ?
Que la crise n'est pas finie. On a vu la fin de la première phase, j'allais dire. On arrive à un moment, un tournant, si vous voulez, où il y a des vaccins. Donc on se dit, il y a un espoir. On voit qu'on va pouvoir en sortir. Mais deux choses. D'abord, ce n'est pas complètement certain et on ne sait pas exactement à quel rythme et dans quelles circonstances. Puis ensuite, il va y avoir des conséquences à cette crise parce qu'elle a entraîné, on le disait, de l'innovation, des changements, des accélérations, parce qu'elle a créé beaucoup de dettes, parce qu'elle a déstabilisé des entreprises qui se pensaient pérennes, parce qu'elle a bouleversé des secteurs entiers. Et donc je crois que dans un sens, on va vivre dans le futur un peu ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire des choses assez inattendues, assez surprenantes, et que la clé, encore une fois, ça va être l'agilité. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion tout à fait passionnante. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc la première de nos 3 tables rondes du colloque COFAS 2021 en partenariat avec BFM Business. On se retrouve bien sûr pour parler ensuite de l'Europe, des relations entre l'État et l'économie, et puis pour passer dans le détail, en revue, évidemment, les perspectives 2021, cette évaluation précise par COFAS des perspectives 2021 et du risque pays.